Rebonjour tout le monde. Alors, je suis une vraie papote, j'en suis désolée. Voilà, j'étais en train de discuter en fait avec un digital native et en fait c'est cette dernière qui m'a inspiré en fait le sujet du jour parce que je trouvais sa réflexion et ses observations très pertinents. Voilà, alors qu'est-ce que ceci évoquait? En fait, c'est une personne, un digital natif, qui me disait que dans la société actuellement, il ou elle trouvait qu'il y avait un manque de reconnaissance en fait de l'action civique et solidaire de certaines personnes. Donc il ou elle évoquait en fait des exemples au niveau de personnes âgées et évoquait des autres exemples au regard de femmes au foyer qui prenaient en charge l'éducation de leurs enfants et qui perdaient leur emploi ou qui avaient du mal à retrouver des emplois. Et ceux ou cette dernière évoquait aussi des situations par exemple avec des handicaps non pris en charge dans la vie, avec des personnes qui se retrouvent, comment je vais dire, contraints en fait de consacrer leur vie à aider des adultes ou des enfants handicapés. Donc j'ai voulu m'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce qu'il conviendrait en fait effectivement d'avoir un peu plus de reconnaissance sur ces gens parce qu'ils apportent beaucoup d'opportunités pour la société et ils soulagent de loin cette société et effectivement actuellement les actions civiques, citoyennes, empathiques de ces gens-là ne sont pas reconnues dans la valeur ajoutée réellement créée, par exemple en France, mais pas que. Ces problématiques, elles peuvent être étendues sur un plan international. Donc dans ce sujet, en fait, dans mes petites notes, voilà, pour vous présenter ce cast audio, j'ai mis le sujet. Donc il concerne effectivement le fait de s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait rupter ou contrôler en fait pour mieux cibler les vraies créations de valeur ajoutée, notamment par les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système il est déconnecté, c'est-à-dire qu'il est piloté par des institutions, des gouvernements, des nations, et que nous on n'a pas visibilité en fait sur ce qui est fait, sur les plans d'action, les décisions, sur les comptes publics, combien ça nous coûte, est-ce que ces actions en fait ont vraiment une incidence, est-ce que ça vaut le coup de les mettre en place, est-ce que c'est pas trop cher et comment on pourrait optimiser. Donc moi j'ai mis l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle nous permettrait de mieux cibler tous ces acteurs en fait civiques, solidaires et citoyens. Deux, elle nous permettrait en fait en quelque sorte de mieux les rémunérer, par exemple par des tokens d'action civique. Et trois, ces intelligences artificielles nous permettraient également de mieux contrôler les flux financiers liés à nos comptes publics, mais également par exemple les contrats. Voilà, est-ce qu'il y a bien des devis qui ont été faits? Comment est-ce que les propositions de devis ont été, comment je dirais, ont été sélectionnées? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de blanchiment, fraude, de corruption, de délits d'initiés, d'abus de pouvoir, de faiblesse, etc. Donc comment est-ce que en fait on vise l'amélioration continue de notre système et comment est-ce que surtout voilà nous citoyens en fait on met en place des systèmes de rémunération ou de salaire ou de gratification de ces gens qui visent également à quelque part plus reconnaître leur action sociale et solidaire parce qu'on voit bien que certaines personnes comme m'expliquait le digital natif qui m'exposait les choses il me mentionnait que effectivement certaines personnes en fait mettent leur vie de côté pour aider les autres et que on les retrouve parfois isolés dans des campagnes ou ailleurs et que ces personnes parfois même sont dénigrées et ils subissent une vraie pression psychologique alors que ces gens-là en fait ils tendent une main. Donc il faudrait arriver à plus les valoriser parce que au contraire chaque citoyen est contribuable grâce à ces gens-là, fait énormément d'économies indirectement même si ça se retrouve pas encore dans nos impôts directs et indirectement je pense que voilà le fait qu'une personne âgée n'aille pas dans une maison de retraite qui coûte peut-être plus de 2000 à 4000 euros mensuellement, c'est des économies énormes pour le système social. Mais c'est pas que, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'exemples. Alors pourquoi? Donc on a dit effectivement notre système il n'est pas représentatif aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont complètement invisibles dans notre système et qui pour autant participent pleinement et avec beaucoup d'énergie à maintenir de la création de valeur ajoutée. Donc il y a des emplois qui ne sont pas visibles. Il y a des vocations, je dirais même, qui sont complètement invisibles. Ces gens-là, ils ne sont pas rémunérés, voire même ils sont non reconnus, dénigrés. Donc pourquoi il faudrait reconnaître ces gens-là? Il faudrait vraiment les valoriser.
et être capable par des systèmes d'intelligence artificielle peut-être de les répertorier, de les tracer et de les gratifier justement par des tokens civiques qu'on pourrait mettre en fait sur une blockchain spécifique à ces actions sociales et solidaires. Ces gens-là en fait il faut les reconnaître à mon sens parce qu'ils participent à nous faire des milliards d'économies actuellement parce que grâce à eux aujourd'hui on voit bien qu'il y a des défauts de structure. Si aujourd'hui mettre une personne âgée dans une maison de retraite est si onéreuse, si chère, si coûteuse, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de mettre ses parents dans une maison de retraite à 2000 ou 4000 euros mensuellement, les coûts et les frais de prise en charge. Donc généralement, il y a des enfants qui décident en fait, parfois même de s'isoler, de rester avec leurs parents et de les accompagner jusqu'à leur fin de leur jour. Le problème de ces gens-là, c'est que ces gens-là interrompent leur profession. Et bien souvent, pour eux, c'est très difficile de reprendre un emploi parce qu'il y a une coupure. Et malheureusement, avec tout ce qu'ils ont engagé au détriment de leur petit confort personnel, ils n'ont pas de reconnaissance et voire même ils sont presque dénigrés. Donc voilà, il faudrait plus de reconnaissance. Donc en fait, ça nous permettrait de faire l'intelligence artificielle, le blockchain, le deep learning, le machine learning, les contrats intelligents, etc., etc. Mettre les comptes publics dans tous ces systèmes-là sur open source, profiter en fait de l'expertise et du professionnalisme de tous les citoyens, ça nous permettrait à terme de mettre en place une sorte de contrôle interne et externe en fait qui soit proactif, c'est-à-dire qu'ils se mettent en place et qu'ils soient capables en fait d'identifier en fait les non-conformités majeures, par exemple dans la répartition des richesses, la répartition des impôts, puisque si on nous prend des impôts directs et indirects, c'est que ça doit servir à quelque chose. Ces impôts servent aussi à la répartition en fait de la prise en charge sociale. Donc on pourrait effectivement s'assurer que il y a bien une bonne répartition des richesses et que ces actions en fait elles servent vraiment à quelque chose. Donc en mettant tous les comptes publics des différents ministères sur le blockchain, en mettant en place en fait les actions, les contrats, les relations d'affaires, etc., etc., on serait capable nous-mêmes de contrôler puisque tous les citoyens maintenant, on voit bien que avec Internet ou avec l'ouverture des connaissances, la mutualisation des connaissances, chacun en fait devient presque quasi professionnel et expert en son domaine. Donc plus qu'une expertise dans le haut de la pyramide qui se veuille peut-être un peu isolée à certains groupes, je pense qu'il faut en fait répartir et dispatcher en quelque sorte les responsabilités parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui, il n'y a plus de boulot, il y a un peu moins de boulot, donc en fait ils ont beaucoup de temps disponible à consacrer justement peut-être à rétablir le bon fonctionnement de nos institutions, de nos États et nos nations. Donc il y a plein de choses qu'il faudrait mettre sur l'open source, organiser sur l'open source pour justement permettre à des citoyens d'accéder et de procéder en fait à des actes citoyens de contrôle interne ou externe et être capable de mettre en évidence des non-conformités ou des non-sens dans les décisions qui sont prises pour plutôt optimiser des bonnes décisions qui nous permettraient de faire des milliards d'économies, etc., etc. Et ça, à terme, qu'est-ce que ça nous permettrait de faire ? Restaurer, respecter droits et libertés. Alors, dans l'axe des améliorations, j'ai mis, OK, utiliser l'intelligence artificielle, notamment stocker de la data, l'hyperdata, la méga data sur l'open source. Donc pour vous, même si j'utilise des termes un peu compliqués comme l'intelligence artificielle sur le deep learning, le machine learning, le blockchain, les objets connectés, les contrats intelligents, etc., en fait, ça serait complètement transparent pour le citoyen. Et en fait, lui, il aurait juste à se connecter sur des plateformes en open source, c'est-à-dire sur Internet, et il aurait juste, en fait, par des pouces hauts ou des pouces bas, ou alors des idées d'amélioration, il pourrait proposer des choses, ou alors il pourrait soulever des non-conformités, ou quelqu'un qui a des connaissances en droit, qui a un tiers de confiance spécialisé en droit, il pourrait vérifier la validité des contrats mis en place, ou quelqu'un qui a des connaissances en comptabilité, ou etc., etc., pourrait mettre en évidence en fait des non-conformités comptables qui pourraient être après auditées par ceux du plus haut de la pyramide, ou alors des auditeurs externes citoyens qui, de par leurs compétences professionnelles ou tout simplement citoyennes, pourraient venir confirmer ou infirmer les non-conformités. Donc déjà, en fait, on met sur l'open source, donc globalement, on identifie les non-conformités. Si vraiment on a des pouces bas qui mettent en évidence qu'il y a un problème, ok, on diligente des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on répartit les ressources humaines sur les problématiques majeures qui sont à auditer rapidement. C'est-à-dire, on fait du terrain et on vient contrôler, on vient vérifier. Parce que là, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop de lenteur de droit. Les tribunaux administratifs et autres, social, machin, sont complètement saturés. Et donc, du coup, ça, c'est un
non-sens parce que pendant ce temps-là, les non-conformités, les fraudes à l'URSSAF et autres, ou plein d'autres choses, se cumulent, et ça coûte cher aux citoyens. Donc il faut agir, on a moyen de le faire, et par l'intelligence collective, en dualité avec de l'intelligence artificielle, eh ben, on peut améliorer la vie de bien des gens et faire bien des économies. Donc voilà, mettre pas mal d'objets connectés, etc. et être capable, non pas avec Big Brother d'être contrôlé par ceux du haut, mais nous, citoyens, de reprendre le contrôle vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans le haut de la pyramide, on a beaucoup d'élus, d'organes de supervision, de contrôle, qui contrôlent le bas de la pyramide. Or, quand on est un peu contrôleur interne ou spécialisé dans les fraudes, blanchiment, terrorisme, on s'aperçoit qu'il y a énormément de lacunes qui sont dans le haut. La problématique, c'est eux qui les contrôlent. Si eux contrôlent le bas, il y a un gros défaut, c'est que eux ne sont pas contrôlés. Donc, comment est-ce que des gens qui ne sont peut-être pas rigoureux ou peut-être pas professionnels ou qui n'appliquent pas la déontologie, eux peuvent prétendre contrôler le bas. Donc à mon avis, quand on demande au bas d'une pyramide d'être en conformité, il faut déjà s'assurer qu'en haut de la pyramide, on est en conformité. Donc voilà, ces systèmes d'intelligence artificielle pourraient rétablir un peu d'ordre dans tous les systèmes et on pourrait, grâce voilà, à la, à la reconnaissance de tous ces gens, ces citoyens qui sont humanistes, qui sont collaboratifs, participatifs, eh ben on pourrait en fait appuyer un peu plus la nécessité de mettre en place une société qui se veuille collaborative, participative, solidaire, face à la multiplicité des difficultés sociales. Parce qu'aujourd'hui, avec l'hyperdémographie et le boost de l'hyperdémographie, on voit bien qu'il y a eu au plus haut de la pyramide des défauts de plans de gestion des risques, en fait, avec un manque d'évaluation des risques, en fait, à moyen et long terme. Et aujourd'hui, on a eu l'avidité de la finance qui a visé, en fait, à mettre en place des plans d'action qui visait plus en fait un bénéfice immédiat, une avidité financière immédiate, mais en fait on s'est pas concentré sur les risques à moyen et long terme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui on a poussé avec notre système social en fait l'encouragement de l'hyperdémographie, mais face à l'augmentation de cette hyperdémographie, il y a eu des aides sociales. Aujourd'hui en fait on voit bien que les aides sociales sont réduites de plus en plus, donc il y a un abandon de ces nouvelles classes sociales, ces digital natives, et on voit même qu'on a un abandon de nos aînés qui sont parfois complètement isolés dans les campagnes. Donc comment est-ce qu'on n'a pas pu anticiper ça? On aurait dû être capable de voir au niveau des chiffres démographie et des âges des populations, d'anticiper qu'on n'allait pas pouvoir financer les retraites et prendre en charge les retraites de tout le monde. Donc on aurait pu éviter tout ça. Donc aujourd'hui, comment on répare et on met des pansements sur ces systèmes? Justement, il faut être collaboratif, il faut être solidaire, donc il faut aussi récompenser les gens qui permettent à notre système de faire des milliards, des millions d'économies. Donc il faut les récompenser, ces gens-là. Donc il faut stimuler la mise en place d'une société qui se voudrait collaborative, participative, solidaire. Voilà, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facteurs indirects, directs, comme je vous ai dit, il n'y a pas de gestion des risques à long terme, il y a des avantages et des intérêts en fait de lobbying, il y a des influenceurs qui sont géopolitiques, politiques, on a beaucoup de guerres commerciales, on a beaucoup de corruption, de blanchiment, de fraude, de terrorisme, d'abus de pouvoir, de droit, etc., etc. Donc ça, voilà pourquoi il faut contrôler au plus haut de la pyramide pour bloquer, justement, pour même presque anéantir les possibilités de blanchiment, corruption. Donc il faut nettoyer le système, et une fois qu'on aura nettoyé ce système, on va pouvoir faire des milliards d'économies, et on va pouvoir aider et mieux répartir les richesses et mieux s'occuper des gens qui en ont besoin dans l'urgence, et des gens qui ont cotisé, qui ont travaillé à créer de la valeur ajoutée durant des décennies et des décennies, et qui mériteraient qu'on les respecte aujourd'hui. Voilà. Et puis ça aussi, les milliards d'économies, ça éviterait justement que les jeunes générations ou les digital natives ou les générations Y et les autres, les 40, 50, 60 ans, aient à supporter le poids de l'impôt indirect et direct, voilà, sans savoir vraiment à quoi cela sert. Donc aujourd'hui, on veut savoir, grâce à ces systèmes, à quoi sert l'argent public, pourquoi tous ces impôts nous sont ponctionnés et à quoi servent exactement les impôts qu'on nous soutient. La problématique également face à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui, à mon sens, participent à créer de la valeur ajoutée et que eux ne sont pas reconnus. Donc en fait, on n'est pas capable d'identifier la rationalité de la valeur ajoutée qu'on crée. Et ça engendre des débordements et des irrégularités, comme faire marcher une planche à billets qui, elle, n'est adossée à aucune création de valeur. Ça, c'est pas de la création de valeur. Et si vraiment on était capable de contrôler le haut de la pyramide, je pense qu'on n'aurait plus besoin de faire marcher une planche à billets qui consiste à injecter de l'argent qui, normalement, dans un circuit,
Et ce circuit, normalement, devrait être un circuit fermé. On devrait être capable d'identifier dans ce circuit fermé où est la création de richesse, où est la création de valeur ajoutée. Aujourd'hui, dans notre système qui était normalement un système de flux financier en flux fermé, c'est-à-dire non ouvert, on est incapable en fait d'identifier qui fait quoi, quand, comment. Donc aujourd'hui, il faut fermer ce système de flux financier, il faut empêcher la création d'argent adossé à aucune création de valeur, donc en faisant marcher une planche à billets, et il faut vraiment être capable d'identifier les réelles valeurs ajoutées qui sont créées, et notamment intégrer les actions solidaires. Et je vais vous prendre des exemples de quels sont, à mon sens, en fait, ceux qu'on a vraiment oubliés dans le système de manière quantitative et qui, pour autant, sont là pour créer de la vraie valeur ajoutée. Donc, qui on a oublié, par exemple. Donc, moi, je dirais que dans les actions et les vocations empathiques civiques qui mériteraient salaire, donc par exemple, on a l'exemple de la valeur ajoutée autour des problématiques de la démographie. Aujourd'hui, on a énormément de femmes au foyer qui prennent en charge leurs enfants. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà, moi j'ai pas d'enfants, mais si vous avez déjà demandé en fait à des femmes au foyer ou à des femmes qui ont repris leur travail, pourquoi elles ont repris leur travail, combien elles payent pour la prise en charge de leurs enfants, en moyenne en fait en fonction de si vous êtes en milieu rural ou urbain, ça a augmenté depuis pas mal d'années. Il y a quelques années, des femmes me parlaient de 400 euros, 300 euros il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, quand je questionne les femmes sur combien ça leur coûte de faire prendre en charge leurs enfants par une nounou ou par un centre qui est plutôt public, en règle générale, ça peut vous coûter entre 500 voire parfois 800 euros. Donc sur un salaire et un SMIC, je vous laisse imaginer pourquoi en fait les femmes restent à la maison et que, à mon sens, le système n'encourage pas la valorisation de ces femmes, parce qu'à côté, ces femmes, elles perdent leur emploi, elles ont des difficultés pour réintégrer le milieu professionnel de la société et pour autant, elles ne sont pas valorisées. On voit bien que elles sont ignorées. Et pour autant, ces femmes, si on prenait en termes de pourcentage, elles représentent en fait quantitativement une masse importante de la population. Donc ça, à mon sens, c'est de l'emploi invisible et pour autant, c'est des emplois qui ne sont pas visibles, non reconnus, non rémunérés et qui pour autant participent à créer de la valeur ajoutée. Donc il faut vraiment intégrer dans ce système les femmes au foyer et il faut leur donner la possibilité pour elles ou pour lui, parce que souvent on parle de femmes au foyer, mais maintenant la problématique se pose plus que pour les femmes. Les hommes aussi sont des hommes au foyer. Aujourd'hui, on voit bien que ça se démocratise et que les hommes aussi prennent vraiment à cœur leur rôle. Donc en fait, toutes ces personnes ont besoin d'être reconnues, de conserver un maintien de salaire et d'avoir des facilités pour reprendre leur travail. À côté aussi, dans la création de valeur ajoutée, à mon sens, qui est réelle et qui pour autant est complètement invisible et non reconnue, il y a les problématiques de prise en charge et de non-respect de nos aînés. Et ouais, on oublie souvent nos aînés. Moi, je sais que je suis un petit électron libre et j'aime aller dans les campagnes et le milieu rural. J'adore évoluer en ville. J'y ai passé de nombreuses années, à l'international et un petit peu partout, en France et à l'étranger. Et j'adore étudier en fait les comportements ruraux sur différents continents, mais également en France et comparer en fait au comportement en milieu citadin. Et en fait, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on a des grosses difficultés de prise en charge de nos aînés et on se retrouve avec énormément d'aînés abandonnés également en milieu rural, mais pas que, en milieu urbain parfois aussi. Et à côté de ça, on voit encore en fait qu'on a quand même des citoyens ou des enfants, des petits-enfants qui s'occupent de leurs parents et grands-parents. Et c'est la même problématique pour ces gens-là. Ce sont des gens qui en fait mettre de côté leur emploi professionnel pour s'occuper de leurs parents qui sont parfois atteints d'Alzheimer, qui présentent un risque majeur parce que quand on a quelqu'un atteint d'Alzheimer ou autre maladie comme Parkinson et autres, il y a des risques majeurs et parfois il y a des défauts de structure d'accueil ou alors malheureusement ces structures d'accueil sont beaucoup trop onéreuses. Donc on voit bien que dans des flatteries, il y a des enfants qui décident par empathie pour leurs parents d'abandonner leur travail et on voit bien même que parfois dans une flatterie, malheureusement les frères et sœurs sont pas capables de reconnaître en fait l'investissement de ces gens qui consacrent leur vie à la prise en charge de leurs propres parents et qui leur permettent de faire également de réelles économies. Donc en fait, parfois on a des défauts de prise de conscience et je crois que c'est même une problématique de la société. La société ne voit pas et ne prend pas conscience aujourd'hui qu'il y a des gens qui souffrent dans le système et qu'il y a d'autres personnes en fait qui donnent leur temps, qui donnent leur argent, qui consacrent leur vie à aider les autres et eux, à mon sens, ils participent aussi à créer de la vraie valeur ajoutée et ils méritent pleinement de la reconnaissance et voilà pourquoi je parle de ces systèmes d'intelligence artificielle sur open source et la possibilité également de gratifier ces gens par des tokens d'action civique et citoyenne pour éviter la mise en place de revenus universels ou de salaires universels, appelez-les comme vous voulez. Ces gens-là doivent être reconnus.
Donc pourquoi? Parce que ces personnes, en fait, elles agissent pour aider à contrebalancer les défauts de prise en charge de nos institutions, qui aujourd'hui, en fait, ne sont pas capables de reconnaître les défauts de pardon, de structure d'accueil, les défauts également liés au poids financier en fait de la prise en charge d'un enfant, d'un parent, d'un handicapé. Enfin, c'est tout simplement accessible à de nombreuses classes sociales et ça, c'est un manque d'équité et de parité, voire même ça va à l'encontre des libertés. On a des gens d'un certain nombre d'années qui vivent et qui sont SDF aujourd'hui. Donc les gens qui vivent dehors, ça touche toutes les classes sociales. On a la paupérisation avec la montée de la précarité chez les jeunes, mais regardez dans les rues si vous faites comme moi je m'arrête souvent et je discute avec les SDF pour connaître leur histoire. Franchement, si on y est sensible, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. C'est parfois des gens qui ont consacré leur vie, qui ont travaillé, qui ont tout simplement connu des divorces et qui voilà, et qui en fait n'ont eu que d'autres solutions que de vivre dans la rue et qui sont en train d'attraper des maladies. C'est des gens qui sont fragilisés, que le système a abandonnés et qui se voient mourir voilà, sans être reconnus, sans dignité. Et voilà, et c'est pas, à mon sens, c'est pas normal. Donc voilà, donc les gens qui aident et qui participent à aider les gens, il y a aussi des gens qui accueillent des SDF chez eux. Là, c'est pareil, pour moi, c'est des actions solidaires et sociales et ça mériterait d'être récompensé en fait. Ces gens-là mériteraient de cotiser également pour une retraite indirecte par des tokens d'action civique. Autre exemple également, maintenant en 3, j'ai pris l'exemple de la valeur ajoutée autour de problématiques de prise en charge des handicaps multiples. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je regarde beaucoup les solutions d'habitat alternatifs. Je vais au salon du camping-car, je vais aux expositions des camping-cars innovants. Enfin bon bref, j'ai des délires un peu particuliers. Mais j'adore tout ce qui est innovation et changement des modes de consommation et d'habitat. Et en fait, je me rappellerai toujours il y a quelques années, je suis donc partie, en fait, j'avais fait mon petit tour de France pour aller voir les salons d'innovation, machin et tout. Et en fait, indirectement, j'ai rencontré des gens qui avaient attiré mon attention et qui m'avaient vraiment touchée. Je suis tombée sur des gens qui étaient en train de manger dans un camping-car et qui m'ont proposé de manger avec eux, tout simplement parce que j'étais posée et que leurs enfants venaient vers moi. Et puis, j'ai bien vu que ces enfants avaient peut-être quelque chose qui les distinguait des autres, enfin, une sensibilité ou quelque chose comme ça. Et comme moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, en fait, ces enfants sont venus vers moi et ces enfants, au moment de communiquer, effectivement, j'ai compris que ces enfants étaient atteints d'autisme. Alors, l'autisme est très particulier et c'est rare que les enfants viennent vers vous. Donc, bon, bref, ces enfants sont restés un peu joués avec moi. J'ai fait très, très attention parce que je sais que ces enfants, en règle générale, ils peuvent être effrayés très rapidement en bougeant. Donc bref, ça s'est très très bien passé et ces enfants voilà, avaient le sourire à côté de moi. Donc les parents sont venus me voir en me proposant de manger avec eux. Donc ces parents, ils étaient posés à côté de leur camping-car. Et bien sûr, j'ai accepté, je trouvais ça super intéressant, donc on était à l'extérieur sur la pelouse. Et voilà, j'ai pu écouter en fait la vie de ses parents et franchement, j'en avais les poils hérissés et presque la larme à l'œil. Et en fait, la maman m'a expliqué que s'ils avaient fait le choix de vivre avec un mode d'habitat alternatif, c'est que parce que pour la protection de leurs enfants, face aux défauts de structure d'accueil, en fait, ils avaient décidé de s'isoler pour préserver leurs enfants et que en fait, pour être sûr que leurs enfants en fait soient beaucoup plus calmes. Ils avaient décidé de les isoler de la société. Donc du coup, en fait, ils avaient acheté quelques terrains en France et qu'ils sillonnaient parfois un petit peu la France pour justement faire bouger leurs enfants et qu'ils les avaient indirectement sortis du système. Voilà. Donc ils les avaient sortis du système pour en quelque sorte les préserver. C'était des gens qui m'expliquaient qu'ils avaient accepté de consommer et de plus consommer ou vraiment de vivre avec le strict minimum, juste en fait pour préserver leurs enfants. Et l'émotivité de la maman était vraiment très très forte. Et donc ces gens-là vendaient leur camping-car. Et en fait, je me suis demandé, mais voilà, je leur ai demandé, mais pourquoi vous vendez votre camping-car si vous aimez voyager et que vous considérez que justement, le fait de voyager et d'ouvrir les yeux de vos enfants permet de stabiliser votre famille. Et en fait, ils m'ont tout simplement expliqué que le papa était atteint d'un cancer, que peut-être qu'il allait décéder également dans quelques mois. Donc en fait, ils vendaient tout ce qu'ils avaient matériellement parce qu'elle allait se retrouver tout seule avec ses 2 enfants. Et donc bref, je lui ai demandé si les systèmes sociaux et autres, en fait, si elles avaient fait des démarches et autres. Donc ils m'ont expliqué que oui, ils avaient fait des démarches, mais qu'il n'y avait aucun centre d'accueil pour les petits et que elle avait très peur. Cette femme-là tremblait quand elle parlait. On voyait bien que émotionnellement, elle était hyper touchante, que sans son mari, on avait l'impression qu'elle allait pas y arriver.
Enfin bon bref, c'était une histoire qui m'a touchée. Et bon, ben, j'ai pu voir qu'effectivement, il y a des parents qui décidaient de consacrer leur vie entière à gérer les problématiques autour du handicap de leurs enfants. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est pas normal qu'on ne reconnaisse pas ces gens-là et qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils soient même pas gratifiés, rémunérés en quelque sorte et reconnus pour ce qu'ils font. Parce qu'indirectement, si notre système social et nos institutions et notre structure d'accueil avaient fonctionné correctement, ces enfants auraient dû être intégrés dans des structures d'accueil et c'est pas ces parents qui auraient dû s'occuper pleinement de leurs enfants. C'est justement, ces parents auraient dû justement pu se libérer l'esprit. Peut-être que le papa n'aurait pas eu ce cancer parce qu'il aurait été moins stressé, il aurait eu moins de stress oxydatif et peut-être que ce papa aurait pu rester près de ses enfants plus longtemps. Peut-être que ce papa aurait pu accompagner sa femme et voilà, c'était touchant de voir que, c'était voilà, hyper touchant. Mais bon, bref. Donc voilà, plus de reconnaissance pour tous ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui apportent assistance et attention à beaucoup de gens, et en fait, ils mériteraient d'être plus reconnus, en fait, voilà. Accepter, en fait, l'être humain comme il est, et respecter justement la différence, peut-être même parfois ne même pas parler de pathologie, parce que pour moi, cibler une pathologie ou un handicap, c'est super subjectif. Qui sait qui peut juger de ce qui est handicap ou pas handicap, ou juger la normalité de ce qui n'est pas normalité. Au fond, nous, est-ce qu'on est normal? C'est pas parce qu'on répond à la globalité d'un système qu'on est normal, en fait. Je pense pas que les filles qui sont dans les magazines et qui sont maigres comme des coucous appartiennent à la référence d'un système. Je ne pense pas que ce soit ça la normalité. Enfin bon, bref. Donc, subjectivité de qu'est-ce qu'on appelle handicap ou pathologie, je pense que au fond, de toute manière, on ne devrait même pas se poser de questions et on devrait tout simplement accepter la différence. Voilà, etc. Et donc j'ai mis les cas de figure de prise en charge pour les citoyens et par les citoyens eux-mêmes qui sont abandonnés par les institutions, les États, les nations. En fait, c'est complètement exponentiel et multiple. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire de quid à quand la reconnaissance de l'action globalisée de tous ces acteurs qui parents, petits-enfants, enfin juste citoyens, participent à absorber en quelque sorte les défauts de nos systèmes sociaux et étatiques. Parce que je vous laisse imaginer par exemple si l'exemple des enfants autistes tout à l'heure, si ces enfants a été pris en charge par des institutions ou des structures d'accueil spécifiques, je peux vous dire que sur nos impôts, ça nous aurait coûté cher. Donc ces gens-là, quelque part, même s'ils l'ont fait pour protéger leurs enfants, mais quelque part, ils ont contribué à alléger la note pour les citoyens et eux, on devrait être capable de les reconnaître et ils mériteraient d'avoir beaucoup plus de reconnaissance, ces gens-là, beaucoup plus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, à côté de ça, si ces gens agissent dans ce sens, c'est qu'il y a bien des défauts au niveau des systèmes sociaux qui sont gouvernementaux, étatiques, etc., etc. Donc voilà pourquoi je parle de l'intelligence artificielle, de toutes ces technologies et de savoir, ok, à quoi je voudrais transparence sur les comptes publics et je veux savoir à quoi nous servent nos impôts actuellement. Donc en quelque sorte, tous ces gens, en fait, ces actions ne visent-elles pas pour autant à soulager les dettes sociales et à faire de belles économies à tous les contribuables? Est-ce que ces gens-là ne participent pas à créer une vraie valeur ajoutée, plus que celle de la Fed et de la BCE, Banque Centrale Européenne, etc., de faire marcher une planche à billets qui est adossée à aucune vraie création de valeur. En avons-nous pleinement conscience? Est-ce que nous, êtres humains, actuellement, avec notre cerveau reptilien et notre inconscience partielle, est-ce qu'on se respecte actuellement? Est-ce qu'on se respecte suffisamment? Et est-ce qu'on respecte notamment tous ces acteurs, ces citoyens qui agissent dans la solidarité et qui mettent parfois même leur propre vie personnelle, leur intérêt personnel de côté, juste pour le bien-être des autres? Je tiens à rappeler également que dans des flatteries, il y a des enfants qui décident de s'occuper de leurs parents et ces gens-là, en fait, décident de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas rencontrer une autre personne, que ce soit homme ou femme. Enfin bon, bref, ces personnes-là décident d'être seules, d'abandonner leur vie personnelle pour se consacrer à leurs parents et qu'une fois que les parents décèdent, malheureusement, ces gens-là ne sont pas reconnus. En plus de ça, souffrent de dépression parce qu'ils sont abandonnés et qu'ils ont perdu le parent ou les parents et c'est tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ont concentré leur vie sur aider leurs parents. Donc ces gens-là sont complètement abandonnés. Moi, de comment on fait pour aider ces gens-là? Est-ce qu'on laisse ces gens à leur tour mourir dans l'indifférence ou est-ce qu'au contraire on leur donne plus de reconnaissance avec des tokens d'action civique pour leur permettre de reconstruire au contraire leur vie, leur donner une chance de reconstruire leur vie parce que eux le méritent, etc., etc. Il y a plein d'exemples. Donc comment est-ce qu'on peut construire et rétablir un système plus juste, équitable, paritaire, justement grâce à l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, le deep learning, le machine learning, mettre en place des systèmes intelligents qui nous permettent
permettrait de contrôler mieux les comptes publics, de mieux contrôler en fait les décisions qui sont prises au plus haut de la pyramide et de savoir qui fait quoi quand comment, notamment les ministères, mettre en place également le KYC des élus, de ceux qui prennent des décisions pour nous, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quel en est-il de leur compte, est-ce que eux ils font de l'évasion fiscale, est-ce que ce sont des personnes éthiques et qui agissent avec déontologie, ou est-ce qu'au contraire ce sont des gens qui sont corrompus. S'ils sont corrompus, il faut les bannir du système, parce que si on prend des décisions pour les citoyens, il faut être exemplaire. Donc il nous faut plus de transparence dans nos organisations, et ces outils d'intelligence artificielle nous permettraient de stocker en fait toute la data, comme je vous ai dit, donc les comptes publics, les contrats également, qui travaille avec qui a pris telle décision, enfin bon bref, qui fait quoi, quand, comment, avec quel argent, pourquoi, est-ce que c'est utile pour les citoyens globalement, combien ça nous coûte, qui signe les contrats, quels sont les contrats qui ont été signés, avec quel partenaire, avec quel prestataire, comment a été fait l'étude de marché de ces prestataires, qu'est-ce que sous-entend la signature avec ces prestataires, on évite le lobbying, on évite plein de choses, des corruptions, bref, qui a signé quoi, quand, pourquoi, quelle action mise en place, est-ce que ces actions sont efficientes, etc. Donc on gère nos États, nos actions, nos gouvernements comme dans une entreprise, avec des plans d'action, avec des indicateurs de pilotage et de management, tout simplement. Ce que nos États, nos nations, nos organes de certification et d'audit demandent de mettre en place aux entreprises, nous, il faut qu'on l'exige au plus haut de notre pyramide. Donc bref, j'ai mis l'open source Internet, donc pourrait nous permettre d'être un outil de vraie transparence sur tous les processus publics, les comptes publics, les plans d'action, etc. Donc objectif de sortie, en fait, c'est quoi? C'est réduire les risques de blanchiment, fraude, corruption, délit d'initié, abus de faiblesse, de pouvoir, les défauts d'application et de respect des droits, des libertés, de préservation en fait des biens communs, de respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'un toit pour tous, de santé, sécurité, sûreté pour tous, etc., etc. Donc rétablir les droits, les libertés, l'équité, la parité, et en plus de ça, on ferait des milliards, des multimilliards d'économies internationales. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur mon sujet. Bien sûr, j'ai pas la science infuse et je m'en excuse, mais voilà, j'avais justement envie de juste réfléchir en fait sur des problématiques de notre société actuellement et sur la reconnaissance des gens qui peuvent nous aider et qui, à mon sens, participent pleinement à créer de la réelle valeur ajoutée. Et la notion de identifier la valeur ajoutée, c'est complètement subjectif. Moi, je l'appelle valeur ajoutée, mais vous pourriez utiliser un autre adjectif qualificatif pour la nommer. En fait, pour moi, c'est l'empathie, tout simplement. C'est le fait d'apporter quelque chose à la société pour lui permettre de répondre à l'amélioration continue. Dans un système qualité d'une entreprise, on appelle ça un peu la roue de Deming. La roue de Deming, en fait, c'est une roue qui est sur un plan incliné. Et en fait, vous avez le PDCA, Plan, Do, Check, Act, c'est-à-dire être capable de planifier, d'agir, de vérifier, de contrôler, etc., etc. Sous cette roue, on a une cale pour l'empêcher d'aller vers le bas. Et l'intelligence collective, c'est l'inertie qui permet à ma roue de gravir cette pente, justement, et de nous diriger vers l'amélioration continue. Et comme la pente, elle est beaucoup plus raide maintenant, comment on fait en sorte de toujours agir vers le haut et de s'améliorer? On rajoute l'intelligence artificielle. Voilà, on vient compléter les imperfections de notre intelligence individuelle par de l'intelligence collective. Et justement, on prend conscience que notre cerveau reptilien, parfois, il fait pas des bonnes choses. Et voilà, et on redonne du pouvoir à la collectivité, aux citoyens, et on permet aux citoyens d'agir pour améliorer la qualité et l'efficience du système. Allez, voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, comme je le dis toujours, mais prenez soin également des autres. Allez, maintenant, j'arrête de papoter, je retourne au boulot parce que je perds du temps. Ou j'en gagne parce que je fais réfléchir, je sais pas. J'en sais rien, mais j'avais juste envie de m'exprimer. Allez, j'y retourne parce que, oulala, je suis à la bourre.